Bon, les Sénégalais, je pense qu'on a connu de meilleures conditions pour préparer un match. Là, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas la meilleure manière pour aborder un match de Coupe du Monde, ça c'est sûr et certain. C'est pas le meilleur contexte pour aborder un match de Coupe du Monde. Que ce soit sur l'aspect extra-sportif comme sur l'aspect sportif. Ça, c'est une réalité, les gars. Et on sera en live ce soir, comme tous les soirs, sur Kick. On aura l'occasion de revenir au soir, de se projeter sur ce match Sénégal-Norvège. Il y aura beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Mais déjà, pour commencer, bon, il y a l'aspect extra-sportif qui rentre en compte. Alors, est-ce que tout est vrai ou pas? À prendre avec des pincettes quand même. Est-ce que tout est vrai? Moi, je suis pas le mieux placé pour définir si tout est vrai ou pas, mais en tout cas, voilà, tu as plusieurs situations qui montrent que voilà, c'est pas la meilleure manière de se préparer en interne pour un match décisif pour cette Coupe du Monde, en fait, tout simplement pour une vraie finale, pour le match décisif, pas un match décisif, pour le match décisif pour cette phase de poule pour le Sénégal, parce que contre la France, on savait, On savait que, je vais pas dire on savait que le Sénégal allait perdre, c'est pas ça, mais on savait que voilà, tu pouvais perdre ce match et que c'était pas grave de perdre un match contre l'équipe de France. Par contre là, c'est différent. Là, c'est complètement différent. Déjà pour commencer, voilà, comme on voit, cette situation extra sportive avec ces problèmes de primes, voilà, les primes de la CAN qui ont toujours pas été données, le, le camp de base aux États-Unis du côté des Sénégalais qui est pas aux normes et aux attentes qu'ils auraient pu attendre, le cuisinier qui, euh, comment dire, qui a pas pu rejoindre cette sélection. Donc les joueurs qui doivent commander à manger en dehors de l'hôtel, c'est pas la meilleure manière, la meilleure façon de préparer ce match. Et voilà, pareil pour les problèmes de contrat et de salaire de Paptia aussi, qui peuvent être problématiques. Et ça, les gars, on sait à quel point souvent, c'est un problème en Afrique. Souvent, c'est ce genre de problème de primes, de contrat, voilà, de conditions, etc. pour préparer cette Coupe du Monde. Alors, voilà, en parlant avec quelques Sénégalais, ça me disait que peut-être que la nouvelle fédération, le nouvel président de la fédération, euh, elle n'est pas encore mis en place correctement et c'était peut-être ça qui posait problème. Bref, moi, je ne veux pas forcément rentrer là-dedans. Je vois juste d'un point de vue extérieur, d'un point de vue d'un observateur du football africain. Quand je vois ça, je me dis, c'est pas les choses les plus rassurantes pour préparer un match de Coupe du Monde. Alors, ça va être aux joueurs de faire abstraction de ça, au staff de faire abstraction de ça et de se mettre directement en condition pour préparer ce match correctement. C'est ça en fait. Parce que, déjà, premièrement, je pense que peut-être il y a une grosse attente côté sénégalais du côté de dans ce match du côté de l'équipe de France, face à l'équipe de France. Je pense qu'il y a une grosse attente par rapport à ce match-là. Je pense qu'il y avait ce sentiment de vouloir faire comme en 2002, ce que je peux comprendre. Mais peut-être que ce match, fallait pas non plus y accorder une importance trop élevée non plus. Fallait quand même, je pense, rester focus, et j'espère que c'est le cas pour le coup. Fallait rester focus sur cette finale contre la Norvège, parce que c'est là où je vous dis, c'est là où c'est clairement le match le plus décisif. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que là, tu te retrouves dans une situation où tu commences ce match contre l'équipe de France, où tu perds 3-1, et en face de toi, tu vas affronter la Norvège qui a gagné 4-1. Une équipe de Norvège qui, l'air de rien, est en confiance. Une équipe du Sénégal qui est sur 3 matchs sans victoire. Match de préparation et match de Coupe du Monde confondu. Donc mentalement, voilà, faudra voir comment vont réagir ces joueurs sénégalais. On sait que mentalement, ils peuvent être très forts. On sait qu'ils ont un mental intéressant, on l'a vu pendant cette canne. Et c'est là où ils devront montrer. C'est là où ils devront clairement le montrer. Parce que affronter cette équipe de Norvège dans ces conditions-là, avec un état de confiance, un capital confiance parfait qu'ils auront clairement dans leur tête, dans leur état d'esprit, ça va être quelque chose, les gars. Ça va être quelque chose. Après, sur l'aspect sportif, pour parler du match, bien sûr, en termes de qualité, le Sénégal est meilleur. Est meilleur que la Norvège. C'est là où, pour moi, je pense que le Sénégal peut avoir confiance. Le Sénégal est meilleur que la Norvège. Est-ce que le Sénégal est en meilleur état de confiance que la Norvège? Je suis pas sûr. Est-ce que les conditions, encore une fois, pour préparer ce match est meilleure que du côté norvégien? Je suis pas sûr non plus. Mais intrinsèquement, mais t'es largement au-dessus. Mais il n'y a aucun débat là-dessus. Mais il n'y a absolument aucun débat là-dessus. Alors, certes, les Norvégiens ont tout simplement un monstre en attaque, un joueur capable de faire des différences individuelles de plusieurs manières différentes, de plein de manières différentes.
soit sur des duels aériens, soit sur des appels en profondeur, soit sur des frappes de loin, soit sur plusieurs manières différentes, en fait, tout simplement. Donc oui, ils ont Haaland, qui peut faire très très mal. Ils ont Haaland, qui risque de faire très très mal, qui est en confiance en plus de ça, qui commence cette Coupe du Monde avec 2 buts. Mais, mais voilà. Je pense qu'en dehors de ça, je vous dis les gars, en dehors d'Haaland, cette équipe de Norvège ne fait pas peur. T'as Haaland de garde, ça va, c'est pas trop mauvais. Mais pour le reste, je vous jure, nous ça, on l'a vu contre le Maroc par exemple, on a vu ses limites. On a vu ses limites. Sorloth, on sait très bien les gars, Sorloth c'est 2 matchs dans l'année contre le Barça, et puis c'est tout, ça s'arrête là. C'est la réalité les gars, à un moment donné, il faut le dire, c'est la réalité. Par contre, du côté sénégalais, t'as un gardien intéressant, là où les Norvégiens, ben, souvent sur les frappes de loin, ils se font avoir là-dessus. Ça, c'est vraiment un aspect à prendre en compte. Pape Gay pourra, dans ce match-là, se mettre en valeur. Parce que sur les frappes de loin, je vous dis, les Norvégiens, souvent, se font avoir là-dessus. Ils n'ont pas un grand gardien. Souvent, ils laissent des espaces après la surface. Le Maroc, on a pu en profiter, justement. On a pu en profiter face à cette équipe norvégienne. Donc là, il y a quelque chose à exploiter là-dessus. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose. Alors, oui, c'est vrai, il y a un problème, c'est que là, les Norvégiens, avec ce point du match nul, s'ils font un match nul, ça peut quasiment leur suffire. Éventuellement, s'ils font un match nul et qu'ils perdent pas énormément contre la France et ils perdent pas sur un gros score, bah, ils peuvent en tout cas se mettre en ballottage favorable pour aller chercher cette deuxième place. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Ça aussi, c'est clairement à prendre en compte. Donc c'est ce qui fait que je pense qu'il y a de grandes chances de retrouver une équipe norvégienne très compacte, très solide, qui va sûrement jouer sur les contres, mais là surtout. En fait, va surtout ne pas falloir reproduire les mêmes erreurs que contre la France, que contre Mbappé. Parce que c'était ça le problème. On sait, en fait, une similitude entre la France et la Norvège, c'est que les deux ont un jeu basé pratiquement que sur un seul joueur. Alors du côté de l'équipe de France, c'est un petit peu spécial de se dire ça, parce que voilà, ils ont plusieurs individualités, mais voilà, c'est leur style de jeu, c'est comme ça. Ils jouent que sur Mbappé. En tout cas, c'est ce qu'ils ont fait en grande partie sur ce match contre le Sénégal. Ça jouait essentiellement, voilà, sur des passes en profondeur, ça a même fait repositionner Michael Olise dans l'axe pour pouvoir jouer là-dessus. Donc voilà. Et côté norvégien, c'est ce qui risque de se passer aussi. Maintenant, c'est là où les Sénégalais ne devront pas reproduire les mêmes erreurs. T'as pas le droit. T'as pas le droit de laisser Haaland libre de tout marquage, le laisser partir dans ton dos. T'as pas le droit de le laisser, ses coéquipiers, les milieux de terrain, les hauts de garde, tout ça, trouver Haaland, chercher la verticalité. Il va falloir justement s'ajuster par rapport à ça, ce qui n'a pas été fait contre la France, en pressant, en étant beaucoup plus proche du porteur, du passeur, et en coupant même la ligne de passe vers Haaland à chaque fois, ce qu'a très bien fait le Maroc pour le coup. Là, je pense que, sans forcément rentrer dans un chauvinisme et dans une comparaison, etc., mais je pense que le match du Maroc contre la Norvège, je pense que ça peut servir de référence au Sénégal. Je pense que ça peut clairement... Parce que c'est ce que le Maroc a fait. Le Maroc a une moins bonne défense centrale que le Sénégal, pour le coup. Mais les Marocains ont su très bien défendre de manière parfaite face à Haaland, qui a touché que 4 ballons dans ce match. Parce que Haaland n'a quasiment pas touché le ballon, en fait. Faut pas attendre qu'il touche un ballon pour dire « Ah, on va voir ce qu'on va faire ». Faut l'empêcher d'être trouvé. Et face à cette équipe norvégienne, qui, certes, a un haut de garde, qui peut être dangereux, mais le milieu de terrain norvégien, globalement, se résume à haut de garde. Pour le reste, Gana Gueye, Pape Gueye, que ce soit Lamine Camara ou peu importe qui d'autre, qui sera aligné dans ce milieu de terrain, sont capables de pouvoir empêcher de trouver cette verticalité, de trouver à chaque fois Haaland là-dessus. C'est pas comme contre la France où t'as du Olise, où t'as du Rabiot, où t'as du... Voilà, tous ces joueurs-là qui peuvent être à chaque fois dangereux à ce niveau-là. Mais maintenant, il va falloir aussi faire les bons choix. Il va falloir faire aussi les bons choix. Et on a bien vu, il y a un joueur qui n'était pas dans sa Coupe du Monde. Il y a un joueur qui est clairement pas dedans. Il y a un joueur qui a clairement plombé cette équipe sénégalaise, à savoir Ismaïla Sarr, qui a absolument tout raté dans ce match. Face à l'équipe de France. Donc à un moment donné, il va falloir vraiment le mettre sur le banc. Surtout que tu as des individualités de qualité. T'as Ibrahim Baye, t'as Iliman Ndiaye qui peuvent être intéressants. Surtout moi, comme je vous dis, pour moi, l'idéal face à la Norvège, c'est de revoir la même compo que contre la France. Sauf que à droite, tu mets Ibrahim Baye.
Et au milieu de terrain, en 10, tu mets pas Lamine Camara, tu mets Iliman Ndiaye. Pour moi, franchement, en termes d'ambition, en termes d'animation offensive, ça peut être très intéressant. Ça peut être très, très, très intéressant de voir ça. Parce que oui, vous allez me dire, non, mais c'est un peu trop offensif. Non, c'est pas offensif. Parce que juste derrière, t'as Gana Gueye et Pape Gueye qui peuvent être très intéressants à ce niveau-là sur l'aspect défensif, sur l'aspect densité. Et Iliman Ndiaye, défensivement, c'est un joueur qui rechigne pas la tâche. Quand il faut revenir, quand il faut harceler le porteur, etc., il est très présent à ce niveau-là. Donc j'espère que vraiment Pape Thiaw fera ce choix-là. Donc avec, je vous dis, la même équipe qu'on a vu contre la France, avec Edouard Mendy dans les buts, bien sûr, avec les latéraux qui ont été très bons face aux Français, que ce soit Diatta qui a été très bon et Diouf sur le côté gauche. La défense centrale, il faudrait garder la même avec Koulibaly et Niakate. Le milieu de terrain, comme je vous dis, Pape Gueye, Gana Gueye, Ndiaye. À droite, Mbaye, à gauche, bien sûr, Mané, et en 9, Jackson, qui pour le coup, voilà, je suis souvent à le critiquer, je l'ai souvent critiqué, Jackson, mais je pense qu'il peut faire des choses intéressantes. Et d'ailleurs, cette équipe norvégienne, qui, l'air de rien, c'est vrai, bon, ils ont comment dire, des qualités très intéressantes dans le domaine aérien, etc. Mais, ils sont pas infaillibles sur les centres dans leur surface. Ils se prennent aussi beaucoup de buts dans leur surface sur des centres. On l'a vu contre les Pays-Bas, on l'a vu ouais, on l'a vu dans quelques matchs ici on l'a vu aussi contre l'Irak. L'Irak, je pense qu'il marque aussi comme ça. Si je dis pas non, ouais, je pense que c'est comme ça qu'il marque l'Irak. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est comme ça qu'il marque. Contre les Pays-Bas et contre l'Irak, c'est comme ça que la Norvège a encaissé sur des centres, dans la surface, où à chaque fois, voilà, les duels peuvent être perdus. Tu peux avoir des joueurs très costauds, très impactants physiquement, etc., très athlétiques, mais si tu gères mal les duels, tu peux te faire avoir. Et là, je pense que voilà, un Nicolas Jackson peut être mis en valeur à ce niveau-là. Un Nicolas Jackson peut être très dangereux dans le domaine aérien, dans la surface norvégienne, et peut marquer comme ça. Je vous le dis très clairement. Bref, voilà, on va sur ça avec beaucoup d'attention. J'ai hâte de voir ce match. J'ai hâte de voir ce match, mais on se retrouve d'ailleurs sur Twitch, sur Kick plutôt, ce soir à partir de 23h, plus ou moins 23h. Plutôt non, mais même, ouais, je dis n'importe quoi, 23h, on sera encore en live pour ce match de Côte d'Ivoire-Allemagne. D'ailleurs, on aura l'occasion de suivre ensemble. Mais bref, pour que vous sachiez, voilà, après Côte d'Ivoire-Allemagne, on sera en live pour pouvoir revenir sur ce Côte d'Ivoire-Allemagne et se projeter petit à petit sur ce Sénégal-Norvège, tout simplement. On se dit à très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.